théorie, univers, Terre-espace. Parlons maintenant de l'hydrosphère. Alors, c'est tout ce qui est mer, océan, lac, cours d'eau, ruisseau. Donc, c'est en lien avec l'eau. Alors, ce qu'on va voir à l'intérieur, c'est un rappel de cette théorie. On sait que la Terre, donc le trois quarts de la Terre sont recouverts d'eau. Donc, 97% c'est de l'eau salée et 3% c'est de l'eau douce. Et il y a moins de 1% de l'eau douce qui est accessible, donc soit des cours d'eau, la nappe phréatique, donc la nappe souterraine. Le reste est prisonnier des glaciers et des banquises. Les glaciers sont sur les continents et les banquises sont déjà dans l'eau. Nous avons aussi les neiges éternelles qui contiennent de l'eau douce. L'eau potable est une ressource qui est quand même relativement rare, étant donné le faible pourcentage qu'on retrouve d'eau douce sur la planète. Les bassins versants, la notion de bassin versant. En fait, un exemple très simple qu'on peut donner lorsqu'on parle d'un laboratoire, par exemple, il y a un drain pour récupérer l'eau si jamais il y a un dégât d'eau dans le local, dans le laboratoire. Ben, en fait, on pourrait prendre le laboratoire comme étant un bassin versant. Donc, on va avoir, si on a par exemple des débordements dans les éviers, on va avoir un écoulement qui va se faire vers le drain. Alors, un bassin versant, c'est tout simplement un bassin euh, aussi appelé bassin hydrographique. C'est une portion de territoire qui draine toutes les précipitations reçues à un même endroit. Donc, c'est ça un bassin versant. À l'échelle de la planète, les bassins versants, on peut penser par exemple que finalement tout ce qui est eau se jette à la mer, dans les océans. À petite échelle, on peut avoir de petits bassins versants pour une municipalité, même pour une ville. Donc, on a que l'eau s'écoule à un endroit ou à un endroit particulier. Donc, l'eau s'écoule du point le plus bas, le plus haut, pardon, vers le point le plus bas. Donc, on va retenir ça. Donc, là où on trouve cette caractéristique-là, ben, on peut parler aussi de bassin versant. Alors, on peut dire aussi autrement, au lieu de mentionner que l'eau s'écoule du point le plus haut vers le point le plus bas, on peut dire aussi qu'elle circule de l'amont vers l'aval. Une façon de retenir ça, si vous êtes, par exemple, il y a une montagne avec un cours d'eau et que vous êtes ici, dans le bas de la montagne, alors aval, l'eau va voyager de l'amont vers l'aval, on avale l'eau. Donc, c'est une façon de le retenir. Un exemple, un ruisseau, on n'oublie pas qu'un ruisseau se jette dans une rivière. C'est un exemple, une rivière peut se jeter dans un fleuve se jette dans un océan. Donc, finalement, tout se retrouve dans les océans. Nous avons ici un exemple de bassin versant. Donc, ce bassin-là, c'est tout simplement, on peut voir qu'il y a des lignes en pointillés qu'on appelle les lignes de partage des eaux. Mais on l'appelle aussi, ces lignes-là, on les appelle aussi les lignes de crête. Donc, on peut l'appeler ligne de crête. Ce que ça fait, ces lignes-là, tout simplement, si nous avons de l'eau, de la pluie, peu importe, alors ces lignes de crête-là, elles font comme partager les eaux. Là, on n'a pas le derrière de la montagne, mais l'eau va aller de chaque côté, tout simplement, de ces lignes-là de partage des eaux. Et elles vont rencontrer un petit ruisseau, peu importe, elles peuvent se retrouver dans ce ruisseau-là, par exemple, et continuer la course vers le bas, comme ça. Donc, de l'amont, au-dessus ici, nous avons l'amont et nous avons plus bas l'aval. Alors, l'eau voyage de l'amont vers l'aval. Elle ne fait pas le contraire. Alors, on va donner un petit exemple. Alors, si on a un déversement, par exemple, donc on va aller lire l'exemple. L'exemple, il était un petit peu plus bas, je m'excuse. Alors, on va aller le voir. Ah, il est écrit probablement. Ah non, OK, il est un petit peu plus loin. Alors, on a déterminé nos lignes, donc ligne de crête,
On a déterminé aussi que l'eau voyage de l'amont vers l'aval. La ligne de crête sert à partager les eaux, donc on l'appelle aussi ligne de partage des eaux. On a toujours un point, donc l'eau va voyager d'un point le plus élevé au point le plus bas. Le genre de question qui peut être posée dans des exercices, dans des examens, c'est en lien avec l'environnement. Alors, on peut avoir, par exemple, un déversement, on va voir un exemple tantôt, d'un produit toxique qui se fait en amont et on sait qu'en aval, tout va être contaminé à ce moment-là. On va aller voir l'exemple tantôt. Les bassins versants et les activités humaines. Alors, on dit que la déforestation entraîne un écoulement plus grand des eaux de surface. Cela fait augmenter l'érosion, donc de l'envasement, donc la vase, des cours d'eau, des glissements de terrain qui peuvent survenir et bien entendu les inondations. C'est pour ça qu'on va parler souvent de protéger les berges, de planter des arbres au bord de l'eau. Les racines retiennent énormément de terre et aussi d'eau. Donc, ça empêche l'érosion. Donc, si on fait la déforestation, c'est tout ce qu'on va entraîner au niveau des impacts négatifs. Les industries aussi minières, par exemple, ben, ça peut être toute autre industrie qui peuvent produire des résidus toxiques qui peuvent atteindre les eaux souterraines, donc se retrouver dans la nappe phréatique. Alors, ces substances-là contenues dans l'eau peuvent atteindre les rivières puis les contaminer. Cela va nuire par le fait même à tout ce qui est équilibre écologique et ça va avoir des effets néfastes sur les populations qui habitent aux abords des bassins versants. Ça peut être la faune et la flore qui va avoir des impacts de cette pollution-là. Un petit exercice, alors nous avons un bassin versant ici. On dit si un déversement de produits toxiques a lieu au point A. Donc ici, on a des usines. Alors le point A, tout simplement, on va dessiner notre point A ici. Donc supposons qu'il y a un déversement à cet endroit d'un produit toxique. Alors, on nous pose la question, est-ce que les zones au point B, C et D seront contaminées? Alors, on va aller placer notre point B ici, en amont, notre point C environ ici, et notre point D ici. Alors, la façon de justifier, c'est de toujours retenir aussi que l'eau circule de l'amont vers l'aval. L'eau ne peut pas remonter. Alors, s'il y a un produit toxique qui est déversé ici, il va faire la trajectoire suivante. Alors, il va prendre le chemin qui va être le plus bas. Donc, on va voir que ce produit-là va contaminer l'eau. Donc, d'un point qui est le plus élevé à un point qui est le plus bas. Alors, on pourra constater finalement que le point B et C ne seront pas affectés parce que l'eau ne peut pas remonter. Donc, l'eau circule de l'amont vers l'aval. À ce moment-là, il y a juste la zone en D ici qui va être contaminée. Le B et le C étant plus élevés que le point A, on peut dire aussi qu'ils sont en amont et que l'eau voyage de l'amont vers l'aval. Donc, le point A ici avec le déversement, on va voir que la circulation va se faire de cette manière et on n'aura pas de contamination en B et en C. Donc ici, c'est non, tout simplement. Même raison pour le C, c'est non, car on peut dire que l'eau circule de l'amont vers l'aval. On peut le dire aussi autrement. On peut dire que l'eau circule d'un point élevé à un point plus bas. Alors ici, on va avoir la même raison, idem, qui veut dire la même chose. Par contre, au point D, nous aurons une contamination. Pourquoi? Mais pour la même raison. Car l'eau circule de l'amont vers l'aval et comme le point D est en aval du point A, on va avoir une contamination. Donc, c'est la même raison.
Par la suite, allons voir la petite carte ici. Un autre exemple. Si nous avons un objet flottant qui est à la dérive près de Cornwall, alors ici, on retrouve Cornwall dans cette partie-là de la carte. On dit cet objet peut-il être porté par le courant jusqu'à Trois-Rivières? On sait que les cours d'eau, donc les ruisseaux vont se jeter dans les rivières et on va voir que les rivières vont suivre leur chemin pour aller vers le fleuve. Donc, même si la carte, on la retrouve de cette manière, on a toujours la circulation de l'eau qui s'en va vers les fleuves, la mer, etc. Donc ici, on peut voir le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent. Donc, on va avoir les océans par la suite, l'océan. Alors, si on a une bouteille ici, elle va suivre le courant et si on regarde la municipalité de Trois-Rivières qui est en aval, donc on a Cornwall qui est en amont, Trois-Rivières qui est en aval, alors on va avoir cet objet-là qui peut être porté jusqu'à Trois-Rivières. Alors, on va répondre tout simplement que oui. Et la justification, ben, on peut dire tout simplement car l'objet suivra le sens de l'écoulement des eaux. On peut dire aussi parce que l'objet va voyager de l'amont vers l'aval. Donc, on peut dire aussi que l'eau circule de l'amont vers l'aval. Et ça va passer par Trois-Rivières, bien entendu. On peut dire que Trois-Rivières y est en aval de Cornwall. Donc, on peut justifier de différentes manières. Donc, oui, l'eau circule de l'amont vers l'aval. Puis, on a aussi que Trois-Rivières est en aval de Cornwall. Et voilà. Donc, on peut justifier de différentes manières. Parlons maintenant de la salinité. Hein, dans le mot salinité, il y a sel. Alors, la salinité, ça correspond à la quantité de sels minéraux qui sont dissous dans un volume déterminé de liquide. Le sel qu'on retrouve dans l'eau de mer est principalement le NaCl, donc le chlorure de sodium que nous connaissons. La salinité moyenne de l'eau des océans est d'environ 35 grammes par litre. Et la salinité est en partie responsable de la circulation océanique. Rappelons-nous, lorsque nous avons étudié l'atmosphère, on parlait de circulation au niveau de l'atmosphère. Même chose pour l'hydrosphère, on va parler de circulation océanique. On sait que l'eau salée a une masse volumique qui est supérieure à celle de l'eau douce. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on a un mélange, on l'a observé en laboratoire, lorsque nous avons un mélange d'eau salée et d'eau douce, nous allons retrouver l'eau salée dans la partie inférieure, donc sous l'eau douce. Donc, l'eau salée va se retrouver ici et vous allez retrouver au-dessus l'eau qui est douce. Pourquoi? Parce que la masse volumique de l'eau douce est inférieure à celle de l'eau salée. L'eau saumâtre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mélange d'eau douce et d'eau salée dont la salinité est comprise entre 1 gramme par millilitre et 10 grammes par millilitre. On trouve l'eau saumâtre là où l'eau douce des continents atteint les océans à l'embouchure des fleuves ou dans les estuaires. Si je reviens à la carte que nous avions dans l'exemple, alors ici, par exemple, nous avons une légende qui nous montre l'eau douce en bleu pâle, donc la région de Cornwall, lorsqu'on a aussi Montréal, lorsqu'on a Trois-Rivières, Québec, et un petit peu après,
dans l'estuaire du Saint-Laurent, nous ici c'est l'estuaire, c'est juste un embranchement. Un delta aurait plusieurs embranchements, alors nous on appelle ça l'estuaire du Saint-Laurent. On commence à voir la zone ici autour de Baie-Saint-Paul qui commence à devenir de l'eau saumâtre. Pourquoi? Parce que le golfe du Saint-Laurent, nous avons de l'eau qui est salée, hein, parce que l'océan n'est pas loin. Alors, cette eau salée-là, il y a un point de rencontre qui se fait avec l'eau douce. Et à ce moment-là, on retrouve le mélange ici, à la hauteur de Baie-Saint-Paul, un mélange qui est d'eau douce et d'eau salée. C'est ça de l'eau saumâtre. L'eau saumâtre aussi, lorsqu'on fait geler, congeler de l'eau salée, on va retrouver sous l'eau douce. Donc, lorsque nous avons un bassin qui contient de l'eau salée, alors ce qui va se produire lorsque nous allons faire congeler cette eau salée, nous allons retrouver donc la glace qui se forme. La glace qui se forme, je vais la mettre en bleu, c'est de l'eau douce. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Tout simplement, c'est la chose suivante. Ça ici, ça va devenir de l'eau douce, mais qui va être solide, donc de la glace. Et en dessous ici, nous allons avoir les particules de sels minéraux, donc le sel finalement, qui va être dans de l'eau aussi. Donc, ici, on va retrouver de l'eau saumâtre. Lorsque nous avons la formation, par exemple, des banquises dans la mer, c'est ce principe-là qui se produit. Alors, ce qu'on ne veut pas, lorsqu'on a, par exemple, dans la mer, un glacier, pas un glacier, mais une banquise, par exemple, ou un iceberg, une partie d'une banquise, on ne veut pas la fonte de cette banquise parce que c'est de l'eau douce lorsqu'on parle de glace. Et si l'eau douce qui est solide devient de l'eau douce qui est liquide, on va aller diluer l'eau salée qui est dans la mer. Et cela va avoir un effet sur la circulation qu'on retrouve dans les océans. Alors, ici, c'est encore un petit schéma pour vous montrer lorsque l'eau douce, par exemple, qui vient de Trois-Rivières, Québec, etc., se retrouve à la hauteur de Baie-Saint-Paul et ensuite se retrouve vraiment dans la baie dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, on va voir que la salinité va augmenter. Donc, on va avoir de l'eau saumâtre donc de l'eau salée et de l'eau douce qui va se mélanger et pour donner de l'eau saumâtre. Donc, c'était un autre petit schéma. On dit plus il y a d'eau douce dans la mer et plus la salinité de l'eau diminue. Alors, c'est ce que j'ai expliqué tantôt. Si on a, par exemple, une banquise qui est dans l'eau et qui fond, elle va donner à la mer de l'eau douce, ce qui va diluer l'eau salée. Alors, la diminution de la salinité de l'eau, qu'est-ce que ça va faire? Ça va affecter ce que nous appelons la circulation thermohaline. Thermohaline, il y a deux mots là-dedans. Là. Thermo pour, on pense à chaleur, et haline, on pense à salinité. Donc, c'est des courants de surface lorsqu'on va parler de chaleur et des courants de profondeur lorsqu'on va parler de salinité. En fait, lorsque on a vu tantôt que avec de l'eau douce et de l'eau salée, la masse volumique, elle était différente. Alors, on retrouvait l'eau salée et l'eau douce qui étaient par-dessus à cause de la masse volumique. Si nous avons de l'eau chaude et de l'eau froide, nous allons retrouver l'eau froide qui a une masse volumique supérieure à l'eau chaude, un peu comme nos courants de convection lorsque nous avons étudié l'atmosphère. Alors, on va retrouver au-dessus l'eau chaude
Et lorsqu'on parle de circulation thermohaline, alors on va retrouver l'eau chaude, les eaux chaudes qui vont être au-dessus, pardon, et l'eau salée qui va être en dessous. Donc, si on avait de l'eau chaude et de l'eau salée, ou même de l'eau salée chaude, on retrouverait une masse volumique qui est inférieure. Donc, on aurait ce qui est plus chaud au-dessus et ce qui est plus froid en dessous, ou ce qui est plus dense, comme l'eau salée. Et voilà. Alors, c'est ça qu'on a à retenir en fait. L'eau chaude a tendance à se tenir à la surface, l'eau froide en dessous. Lorsqu'on parle d'eau salée, alors l'eau salée va se tenir dans le fond. Et ça va créer des courants qui sont très importants pour la survie de certaines espèces. Alors, on va parler de circulation océanique. On va aller voir de quelle façon ça fonctionne. Alors, la circulation océanique, on dit que ça correspond au mouvement et au déplacement de l'eau sous forme liquide à l'échelle de la planète. Alors, nous avons les types de courants marins, les courants de surface. Alors, les courants de surface sont de grands mouvements continus d'eau générés par les vents qui soufflent à la surface des océans. Ces courants sont soumis à la force aussi, comme on l'a vu dans l'atmosphère, de Coriolis, due à la rotation de la Terre. Alors, on a les courants de surface qui, eux, sont vraiment générés par les vents à la surface de l'eau. Un autre type de courant marin, juste avant, on va aller voir. OK, donc on a ceci. On va aller voir les courants de profondeur ou de densité. Alors, les courants profonds sont générés par les différences de température et de salinité. Alors, lorsqu'on va parler, par exemple, d'eau froide, ça va se tenir dans le fond marin. D'eau salée, ça va se tenir dans le fond marin aussi. Lorsqu'on va parler d'eau chaude, ça va se tenir au-dessus de l'eau froide. De l'eau douce, ça va se tenir au-dessus de l'eau salée. Alors, on dit la masse volumique qui varie est déterminée par la température de l'eau, thermo, hein, et la salinité, haline, donc, d'où la circulation thermohaline dont on a parlé tantôt. L'eau chaude a une masse volumique plus faible que l'eau froide, on l'a mentionné tantôt. Donc, on va toujours retrouver l'eau chaude qui va être par-dessus l'eau froide. L'eau douce a une masse volumique plus faible que l'eau salée, on le rappelle. L'eau des régions polaires est froide et salée. En effet, lorsque l'eau de mer gèle pour former les glaces de la banquise, elle libère des sels, ce qui augmente la salinité et par conséquent la masse volumique de l'eau de mer. Alors, je refais le petit dessin pour représenter cette situation. Alors, ce qu'on vient de mentionner, c'est que si à la surface de l'eau, avec une baisse de température, nous avons la formation d'une banquise, alors c'est de l'eau douce, c'est de l'eau salée qui va geler, mais on va avoir de l'eau douce qui va se solidifier et à proximité, nous allons retrouver les sels minéraux, l'eau saumâtre. L'eau va être saumâtre, mais ça va se mélanger. Alors, par le fait même, nous allons augmenter la concentration de l'eau salée, tout simplement, si on a la formation de banquise dans les océans. En fait, ce que ça fait, la circulation thermohaline, c'est un tapis roulant océanique. Donc, c'est ça qui va. C'est très important, cette circulation-là, de l'avoir au niveau des océans, parce qu'en fait, elle permet la survie de beaucoup d'organismes vivants dans les océans, parce que ça crée un mouvement. Donc, on va avoir une boucle qui va se faire. Et ce mouvement-là, donc si on a par exemple de l'eau salée, froide, qui va descendre dans le fond marin,
lors de la descente, ce que ça va faire, c'est que ça va brasser beaucoup de sédiments. Même en arrivant dans le fond marin, ça va brasser beaucoup les fonds marins. Et le fait de brasser les fonds marins, ce que ça fait, c'est que ça libère de la nourriture pour les espèces vivantes et il va y avoir une remontée lorsque nous avons, par exemple, la température qui va changer. Donc, on va avoir un réchauffement et puis nous allons avoir la remontée des eaux et ainsi de suite. C'est sûr que ça se fait à l'échelle planétaire. On va aller voir une carte ici d'une partie. Donc, vous avez ce qui est en bleu, les courants froids, et en rouge, les courants chauds. Donc, on a ici de l'eau chaude qui monte au niveau, parce que l'eau chaude a une masse volumique inférieure à celle de l'eau froide, qui monte au niveau des pôles, mais ici c'est froid, donc elle va se refroidir et va redescendre. Donc, nous avons des boucles, et ces boucles-là, c'est très important. Cette circulation-là, ce tapis roulant-là de la circulation de l'eau, c'est très important de conserver ça. Alors, si, par exemple, avec le changement climatique, nous avons une augmentation de la température de l'eau, par le fait même, ça va débalancer ce tapis roulant-là, cette circulation-là océanique. Même chose si nous avons, par exemple, la fonte des banquises, la fonte aussi des glaciers sur les continents, ça va ajouter de l'eau douce dans les océans et ça va donc réchauffer l'eau des océans. Ça va aussi diluer l'eau salée des océans et par le fait même, cette circulation océanique-là va être modifiée. Et on n'a qu'à penser aussi comme si on a un réchauffement assez marqué de la planète qui amène un changement dans cette circulation-là, on pourrait penser, par exemple, que l'Europe va cesser d'avoir le doux temps, l'hiver, ce que nous n'avons pas à cause justement de la circulation du Gulf Stream ici. Alors, ça, vers l'Europe, ça leur permet d'avoir un peu plus de chaleur l'hiver et nous, bien, on a plus le froid. Donc, ça modifierait vraiment le climat de l'Europe, par exemple, surtout l'hiver. On a parlé tantôt de banquise et de glaciers. Alors, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc, mais retenir que les glaciers sont sur les continents. Les glaciers, on les retrouve sur les continents. Et lorsqu'on parle de glaciers, c'est de l'eau douce hein, qui est gelée. Alors, cette eau douce-là, si par le réchauffement climatique, on fait fondre ces glaciers, alors ça va se retrouver dans les océans. Ça va donc diluer l'eau de mer. Et si on parle de banquises, les banquises sont déjà dans les océans. Alors, si on a la fonte des banquises, nous allons avoir encore de l'eau douce qui va se retrouver dans l'eau salée. Alors, ça va changer la salinité des océans. Lorsque nous avons une banquise, ça n'augmente pas le niveau de l'océan parce que c'est déjà un, un solide qui occupe un volume dans l'eau. Donc, une banquise n'augmentera pas le niveau d'eau. Par contre, si nous avons la fonte des glaciers, ça va augmenter le niveau de l'eau car le glacier il est sur le continent, alors l'eau va s'écouler vers les océans. Donc, la fonte de glacier, ce que ça fait, c'est qu'on a un glacier qui fond, ça va augmenter le niveau d'eau. Par contre, si nous avons, parce que le glacier il est sur les continents, donc il est sur la Terre, lui, donc sur les continents, et si nous avons, par exemple, la fonte d'une banquise ou d'un iceberg, donc la fonte d'une banquise, ce que nous allons avoir à ce moment-là, c'est il n'y aura pas d'augmentation du niveau euh, de l'eau parce que
La banquise est déjà dans l'eau, elle occupe déjà un volume. Donc, pas d'augmentation du niveau de l'eau. Par contre, dans les deux cas, si nous avons une fonte de glacier ou de banquise, dans les deux cas, nous allons diluer, donc abaisser la concentration de l'eau de mer, de l'eau des océans. Alors, on retourne ici. Alors, les courants de densité, on pense, lorsqu'on lit densité, on pense à masse volumique, assurent le maintien de la vie des océans, c'est ce que j'ai mentionné tantôt, car l'eau froide et salée circule au fond des océans. Donc, l'eau froide et salée, ça se tient dans le fond parce que la masse volumique, elle est élevée. L'eau s'enrichit de nutriments, donc exemple le phosphore, l'azote, etc. Lorsque l'eau remonte, ces nutriments sont entraînés aussi vers la surface des océans et ça permet tout simplement d'alimenter les petits phytoplanctons et aussi d'autres petits organismes vivants. Il y a aussi les algues qui vont en bénéficier de ces sédiments-là, de ces nutriments-là. Un petit exercice. Alors, indiquez quel type de courant de surface ou de profondeur a le plus de chances d'influencer sur chacune des situations suivantes. Alors, est-ce que c'est un courant ici de profondeur ou de surface lorsque nous avons un sous-marin qui circule? Donc, c'est quoi qui peut modifier sa trajectoire ou c'est quoi qui peut, quel type de courant peut modifier cette trajectoire ou quel type de courant peut favoriser euh, sa trajectoire? Alors, comme il est dans le fond, c'est un courant de profondeur. Donc, c'est ça qui va l'affecter. Donc, c'est un courant de profondeur. Un deuxième exemple, nous avons un voilier ici. Alors, qu'est-ce qui va favoriser la trajectoire de ce voilier-là? Est-ce les courants qu'on retrouve en profondeur ou les courants qu'on retrouve à la surface? Donc, il va voyager grâce au vent. Donc, ce sera le courant de surface, tout simplement. Par la suite, les glaciers et la banquise. On en a parlé tantôt. Alors, un glacier, c'est une grande masse de glace formée par l'accumulation et le tassement de couches de neige. Les glaciers, ce qui est important de retenir, sont sur les continents, sur la Terre. Puis le réchauffement climatique va favoriser la fonte des glaciers. On ne veut pas ça parce que cette fonte-là va contribuer à augmenter le niveau de la mer. Très important. La fonte des glaciers, ça va augmenter le niveau de la mer. Pourquoi? Parce que le glacier, il est sur le continent et l'eau va s'écouler vers la mer. De plus, ça diminue la salinité. Parce que lorsqu'on parle de glace, d'eau solide, c'est de l'eau douce. Donc, nous allons, par le fait même, retrouver davantage d'eau douce, donc diluer l'eau salée. Alors, ça va diminuer la salinité. Lorsqu'on parle de banquise, la banquise est constituée de plaques de glace de mer plus ou moins compactes. Donc, c'est dans la mer. Ça flotte à la surface des océans, dans les régions polaires. On parle aussi de iceberg. Lorsqu'on a, par exemple, une banquise qui va se briser, ça va tout simplement former les icebergs qui vont flotter à la surface de l'eau. Le réchauffement climatique va favoriser aussi la fonte de la banquise. Encore une fois, on ne veut pas ça. Pardon. Cette fonte ne contribue pas, par contre, à augmenter le niveau de la mer parce que la banquise est déjà dans la mer. Elle occupe déjà un volume. Donc, ça, c'est un laboratoire qu'on va avoir fait là, en classe. Alors, la formation de la banquise est importante pour la circulation thermohaline. Mais encore là,
une banquise qui va fondre, ça va diminuer la salinité de l'eau. Alors, la fonte des glaces et des glaciers et d'un glacier ou de la banquise, ça contribue toujours à diminuer la salinité de l'eau. En effet, l'eau des glaciers et de la banquise, c'est de l'eau douce. Alors, cela aurait pour effet de perturber la circulation océanique et ainsi accélérer les changements climatiques. En fait, la circulation qu'on a vue tantôt, la circulation océanique, c'est aussi pour donner le climat que nous avons actuellement. Parce que si cette circulation-là est modifiée par des changements climatiques, c'est le climat de la planète qui va changer. Un exercice. Alors, on a la ville de Baie-Saint-Paul qui est située dans une portion du fleuve Saint-Laurent où l'eau est saumâtre. Alors, on va regarder la carte, c'est la même que tantôt. Alors, nous avons la région de Baie-Saint-Paul qui est ici. Et si on regarde la zone, elle est bleue moyen. Alors, on retrouve donc de l'eau saumâtre qui est un mélange d'eau salée et d'eau douce. Alors, la première question qu'on nous pose, est-ce que le fleuve peut être la source d'alimentation en eau de la ville de Baie-Saint-Paul? Et on demande de justifier. Eh bien, la réponse, c'est non. Pourquoi? Car l'eau est saumâtre. Donc, c'est de l'eau salée. C'est pas de l'eau douce. À la hauteur de Baie-Saint-Paul, l'eau est saumâtre. Donc, c'est impropre à la consommation. Oups, j'ai fait une petite erreur. Donc, l'eau est saumâtre. C'est ce qu'on va donner comme explication. Donc, ce n'est pas de l'eau douce. Ce n'est pas de l'eau douce. Et voilà. Donc, ça devient finalement, c'est de l'eau non potable. Donc, à ce moment-là, si ce n'est pas de l'eau douce, c'est de l'eau non potable. Et voilà. En B, comment peut-on expliquer que l'eau ne soit ni douce ni salée, mais bien saumâtre dans cette région? Mais en fait, ce que nous avons, c'est que on va avoir que la salinité, en fait, c'est pas de l'eau salée comme l'eau des océans, parce que c'est en fait de l'eau salée qui arrive du Golfe et c'est de l'eau salée et de l'eau douce qui provient du fleuve. Donc à ce moment-là, c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la qualifier d'eau douce ni d'eau salée, parce que c'est le mélange des deux. Alors nous avons l'eau douce qui arrive des rivières et qui tombe dans le fleuve, qui arrive au niveau au niveau du fleuve Saint-Laurent, donc d'un sens, comme ça. Et par la suite, on a la jonction où on a le golfe du Saint-Laurent, lui, euh, je vais juste l'écrire autrement. Donc, l'eau douce qui arrive au niveau du fleuve. Et nous avons, bon, c'est pas la meilleure formulation, là, c'est que la salinité de cette eau est inférieure à on pourrait le dire aussi, là, la salinité de cette eau-là est inférieure à l'eau de mer. Pourquoi? Ben, c'est un mélange d'eau douce qui vient du fleuve,
mais qui vient des rivières, etc., qui tombent dans le fleuve. On le voit à la hauteur si on revient ici sur notre carte. Donc, le ruissellement, donc on a les rivières, les embranchements, ça arrive au fleuve ici. Et là, dans le fleuve, ici, il y a une jonction où on a l'eau du golfe Saint-Laurent qui, elle, est salée. Et on a l'eau douce qui arrive ici du fleuve. Et le mélange ici, juste avant de faire la transition vers le golfe, ça nous donne de l'eau saumâtre. Donc finalement, l'eau saumâtre, c'est tout simplement de dire que c'est un mélange d'eau salée et d'eau douce. L'eau salée, l'eau douce arrive du fleuve, tout simplement. Oups. Donc, nous avons que l'eau salée arrive du fleuve, au niveau du fleuve, et l'eau douce, c'est-à-dire, et l'eau salée est au niveau du golfe. Donc, c'est un mélange, tout simplement, au niveau du golfe. Donc, c'est la rencontre, c'est le point de rencontre. On pourrait dire aussi que l'eau qui est saumâtre est moins salée. Par le fait même, là, l'eau qui est saumâtre est moins salée que l'eau de mer. Donc, c'est pas de l'eau salée comme l'eau de mer, mais c'est pas de l'eau douce non plus. Mais sa salinité est entre les deux, finalement, parce que on a de l'eau douce qui se mélange à l'eau salée. C'est ce qui nous fait une eau saumâtre. Par la suite, on nous demande, peut-on dire qu'il y a une circulation océanique à Baie-Saint-Paul? En fait, pour avoir une circulation océanique, euh, premièrement, le Baie-Saint-Paul se retrouve à l'intérieur du continent. Même s'il y a des sels qui sont dissous, même s'il y a de l'eau salée, c'est pas les conditions qu'on retrouve dans les océans. Donc, la circulation là, océanique est pas assez comme intense pour parler de circulation océanique. Bien, premièrement, c'est Baie-Saint-Paul est trop à l'intérieur du continent, donc c'est non. Car on parle de Baie-Saint-Paul qui est à l'intérieur du continent. Donc, est à l'intérieur. Pour avoir une circulation océanique, on parle plus d'être vraiment dans l'océan, près des océans, très, très, très près. Donc, à l'intérieur du continent, tout simplement, on retrouve Baie-Saint-Paul. On ne pourra pas parler de circulation océanique à ce moment-là, même si on a de l'eau salée. Donc, ce n'est pas les conditions qu'on retrouve dans les océans. Donc, ça nous prend des conditions d'eau très salée, froide, pour permettre la circulation océanique. Donc, lorsque cette eau-là remonte vers le sud, il y a un réchauffement. Et par la suite, pas remonte, mais descend vers le sud, il y a un réchauffement. Donc, ça remonte au niveau des zones qui sont plus polaires. Il y a un refroidissement et ainsi de suite. Donc, c'est un mouvement qui va se faire continuellement, un mouvement de convection, mais pour l'eau, tout simplement. Par la suite, le dernier segment pour l'hydrosphère, un peu comme on l'a vu avec l'atmosphère, les ressources énergétiques de l'hydrosphère. Alors, pour produire, par exemple, de l'électricité, euh, ce qu'on constate, c'est que les ressources énergétiques de l'hydrosphère, tout comme l'atmosphère, sont des énergies renouvelables et elles ne produisent pas de gaz à effet de serre. Très important si on veut justifier ce type de ressources énergétiques. Alors, nous avons au Québec l'hydroélectricité. Donc, c'est tout simplement les barrages qui permettent
finalement de faire s'écouler l'eau avec une grande énergie potentielle. Donc, l'eau tombe de haut, ce qui permet de faire tourner des turbines. Les turbines sont reliées avec des générateurs, des génératrices, et on a la production de d'énergie électrique, d'électricité. Donc, en fait, l'hydroélectricité, c'est une énergie propre, c'est renouvelable aussi parce qu'on a toujours le cycle de l'eau qui se fait, évaporation, condensation. Bien entendu, lorsqu'on fait un barrage électrique, c'est environ juste les 10 premières années que nous avons quelques gaz à effet de serre parce qu'on a inondé, par exemple, les terres environnantes. Donc, on a pendant à peu près 10 ans des gaz à effet de serre qui sont formés, mais par la suite, il n'y a plus de pollution. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça ne génère pas de gaz à effet de serre, parce que ça ne génère pas des gaz à effet de serre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste au début de la construction du barrage, tout simplement, qu'on va inonder des terres, qu'on va perturber la faune et la flore environnante. Mais sinon, après quelques années, on ne parle plus de gaz à effet de serre. Alors, c'est une énergie qui est renouvelable. L'énergie marémotrice, alors ça, on va retrouver ça dans les régions où il y a de fortes marées, comme au Mont-Saint-Michel en Europe. Alors, on va avoir des fortes marées, des marées qui vont être vraiment là, un bon décalage entre la marée haute et la marée basse. Et ça, c'est le même principe. Ça va permettre de faire tourner une turbine et générer, donc avec une génératrice, donc faire du courant électrique. Donc ici, si on vous donne si on vous donne un choix de, de placer une telle centrale, donc marée motrice, c'est sûr que c'est des centrales qui coûtent un petit peu plus, ça coûte plus cher. Euh, par contre, ça ne génère pas des gaz à effet de serre. C'est une énergie renouvelable aussi parce que on a toujours les courants, pas les courants, mais la marée haute et la marée basse qui se font constamment. Donc, c'est juste que le coût pour fabriquer de telles centrales, c'est dispendieux. On a par la suite l'énergie hydrolienne, qui est un petit peu comme l'énergie éolienne, mais avec l'eau. Donc, même principe, avec de forts courants marins, on arrive à faire tourner les pales d'une hydrolienne et par le fait même des turbines et une génératrice et par la suite du courant qui est formé. Encore là, c'est une énergie qui est renouvelable étant donné que c'est l'eau, le cycle de l'eau se fait tout le temps. Et ensuite, elle ne crée pas de gaz à effet de serre. C'est sûr que si on a un contexte dans une question d'examen ou un exercice, si on parle dans ce contexte que nous avons des courants marins qui sont très, très forts, alors on pourra penser à ce moment-là à l'hydrolienne. Je reviens à la marée motrice. Si on parle de marée très, très marquée au niveau des marées hautes et marées basses, on va parler de l'énergie marée motrice à ce moment-là. Alors, c'était les ressources énergétiques de l'hydrosphère qui ne produisent pas de gaz à effet de serre et c'est une énergie qui est renouvelable.